Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos émissions consacrées à la loi de finances pour 2021, traitée dans nos deux feuillets hebdomadaires 3872 et 3873, auxquels vous pouvez vous reporter. Nous avons scindé cette série d'émissions spéciales loi de finances en deux grandes thématiques, la fiscalité des particuliers et la fiscalité des entreprises. La fiscalité des entreprises sera, elle, divisée en trois parties. Les mesures qui concernent l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus professionnels, les allègements de contributions économiques territoriales et la TVA. Pour cette première partie consacrée aux principales mesures concernant l'impôt sur les bénéfices des entreprises, j'accueille notre experte Marie-Christine Martini, directrice de la rédaction fiscale. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Alors, les entreprises vont prochainement clôturer leur compte de l'exercice 2020 et préparer leur liasse fiscale. Pour commencer, que doivent-elles retenir de la loi de finances pour 2021 ? Bien, je ne vous surprendrai pas en vous disant que la plupart des mesures de la loi de finances sont liées à la crise sanitaire. Alors, la plupart d'entre elles sont nées en fait au cœur de la crise, en avril et en juillet 2020, avec les lois de finances rectificatives, la deuxième et la troisième loi de finances rectificatives pour 2020. Et la loi de finances pour 2021, en fait, proroge ou modifie certaines de ces mesures déjà adoptées. Mais il faut reconnaître qu'en dehors de ces mesures liées à la crise sanitaire, il y a assez peu de nouveautés concernant la fiscalité des bénéfices des impôts sur les sociétés et impôts sur le revenu professionnel. Donc, pour ce qui concerne les mesures qui sont liées à la crise sanitaire, en fait, on peut les classer en trois types. Celles qui ont pour objet d'améliorer les fonds propres des entreprises, celles qui ont pour objet d'améliorer leur trésorerie, et puis celles qui régissent les rapports entre les bailleurs et les locataires. Ah oui, en effet, on a entendu beaucoup parler des incitations fiscales en faveur des bailleurs qui renoncent au loyer dû par leurs locataires. En quoi cela consiste-t-il exactement? Alors en fait, il y a deux mesures qui concernent les bailleurs et les locataires. La première concerne les abandons de créances. En fait, les entreprises qui consentent des abandons de créances à leurs entreprises locataires vont pouvoir déduire ces charges sans avoir à respecter les conditions assez restrictives qui s'appliquent habituellement en matière d'abandon de créances. Alors en fait, la mesure concerne les immeubles qui sont donnés en location à des entreprises et elle concerne les entreprises qui n'ont pas de lien de dépendance. Si jamais les entreprises, si le bailleur a des liens de dépendance avec son locataire, eh bien en fait il ne bénéficie pas de la mesure, mais il peut très bien appliquer le régime de droit commun des abandons de créances et apporter la preuve que l'abandon de créances a été consenti dans le cadre d'un acte normal de gestion et surtout qu'il a un caractère commercial pour pouvoir opérer la déduction. Il faut également préciser que la mesure concerne non seulement les entreprises, mais également les bailleurs qui relèvent des revenus fonciers. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du locataire? Le locataire, lui, va constater un produit qui correspond à l'abandon de loyer qui lui a été consenti par son bailleur. Et en fait, la mesure a une incidence si le locataire a des déficits reportables d'un montant supérieur à 1 million d'euros. En fait, on sait que le montant de ces déficits est plafonné et que pour le calcul du plafonnement, eh bien, il est tenu compte, dans certains cas, des abandons de créances qui sont consentis. Et l'abandon de créances consenti dans le cadre de cette mesure fait partie de cette majoration du plafond du déficit. Mais attention, en fait, compte tenu de la doctrine de l'administration et des modalités de calcul de ce plafond, je ne vais pas entrer dans les détails techniques ici, en fait, la majoration ne sera égale qu'à 50% du montant de la créance qui a été abandonnée. Très bien, merci Marie-Christine. Mais alors je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent se posent la question suivante. Que se passe-t-il lorsqu'une société civile immobilière, une SCI détenue par un dirigeant, donne en location un immeuble à la société d'exploitation, elle-même détenue par ce même dirigeant, et dans laquelle il exerce son activité? Alors effectivement, la question va intéresser tous les auditeurs parce que ce type de schéma est très, très habituel. Alors il faut rappeler que le lien de dépendance s'entend au sens de l'article 39.12 du Code général des impôts, lequel nous dit que deux entreprises sont liées entre elles lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre entreprise ou si en fait l'une et l'autre sont placées sous le contrôle d'une même tierce entreprise. Donc, a priori, les personnes physiques ne sont pas concernées. Mais dans le BOFIP, l'administration nous dit qu'un lien de dépendance doit également
être relevé lorsqu'un même groupe d'actionnaires majoritaires détient le pouvoir de décision dans deux entreprises distinctes l'une de l'autre. Donc, dans le schéma que vous venez de décrire, mais en fait, l'administration pourrait considérer qu'il y a lien de dépendance et donc refuser le bénéfice de la mesure de manière, donc sans justification de l'abandon de créance, à l'entreprise. Mais donc, on attendra les commentaires administratifs sur ce point-là. Très bien. Une seconde mesure concerne les bailleurs et les locataires. Alors, elle est très ciblée. C'est un crédit d'impôt accordé aux bailleurs qui ont abandonné les loyers dus au titre du seul mois de novembre 2020. Quelles sont les entreprises visées par ce crédit d'impôt? Alors en fait, toujours on va se placer des deux côtés. On va se placer du côté du bailleur et on va se placer du côté du locataire. Donc le crédit d'impôt, il bénéficiera aux bailleurs, en effet, vous le disiez, à raison des loyers qui se rapportent au mois de novembre 2020. Le bailleur doit être une entreprise établie en France, soumise à l'IS ou à l'impôt sur le revenu. Pour des raisons de conformité au droit communautaire, elle ne doit pas être en difficulté au 31 décembre 2019. La renonciation au loyer doit être actée au plus tard en décembre 2021. Pour ce qui concerne le locataire, alors il y a toute une série de mesures. Donc, il doit respecter les conditions suivantes. D'abord, il doit louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil au public au cours du mois de novembre, ou bien il doit exercer une activité qui fait partie de certains secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise sanitaire, notamment le secteur des hôtels, cafés, restaurants, culturels, événementiels, sport et culture. L'entreprise locataire doit avoir un effectif total inférieur à 5000 salariés, donc ça concerne donc pas les très grandes entreprises, sachant que l'effectif sera apprécié au niveau des entreprises liées, mais là on tiendra compte du contrôle au sens du Code de commerce. Et toujours pour des raisons liées à l'encadrement communautaire, l'entreprise locataire ne doit pas être en difficulté au 31 décembre 2019, sachant qu'il y a une petite tolérance pour les PME. Et puis elle ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Alors, si l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, un membre du foyer fiscal du bailleur, ou encore s'il existe un lien de dépendance entre le bailleur et le locataire, eh bien, il faudra justifier des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire. Donc, par rapport au système, à la mesure précédente, en fait, il n'y a pas une automaticité de la déduction, il n'y a pas d'interdiction, de la déduction si les entreprises sont liées, mais simplement il faudra justifier de l'état de trésorerie difficile de l'entreprise locataire. Donc, quel est le montant du crédit d'impôt? Donc, ce crédit d'impôt sera... J'allais vous poser la question. Voilà. Alors, il sera égal à 50% du montant de loyer qui est abandonné, le dit loyer étant celui qui est prévu par le contrat de bail. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, ce montant de loyer ne sera retenu que dans la limite des 2/3. Alors si on prend un exemple, une entreprise qui a 10 salariés, un loyer abandonné pour 10 000 €, le crédit d'impôt est égal à 50% de 10 000 €, égale 5 000 €. Maintenant, on va prendre une entreprise de plus de 250 salariés qui a un loyer prévu par le contrat de bail de 30 000 €. 2/3 de 30 000 €, ça fait 20 000 €, multiplié par 50% égale 10 000 € de crédit d'impôt. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, dans mon exemple, j'ai pris un loyer de 30 000 € qui était prévu par le contrat de bail, mais si, en fait, en définitive, le bailleur abandonne 20 000 €, eh bien, en fait, le crédit d'impôt sera également de 10 000 €. D'accord, merci pour tout ça. Puisqu'on prend donc le loyer qui est prévu par le contrat de bail et non pas le montant du loyer abandonné. Voilà. D'accord, très bien. Mais c'est très clair. Merci Marie-Christine. Vient ensuite une mesure visant à améliorer les fonds propres des entreprises. Qu'est-ce qui est prévu? Alors en fait, la mesure concerne la réévaluation libre des actifs. Alors en fait, le mécanisme est bien connu des professionnels, c'est la réévaluation libre des actifs qui est prévue par le Code de commerce à l'article L123-18 du Code de commerce. Et cette réévaluation concerne les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, et donc sont exclues les immobilisations incorporelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la mesure Covid favorable aux entreprises? Les entreprises qui procéderont à une réévaluation au cours d'un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 vont pouvoir bénéficier d'un lissage en fait, des effets de cette réévaluation. La mesure ne concerne qu'une seule réévaluation libre effectuée au cours de cette période.
Alors la mesure de lissage, elle est assez connue. En fait, elle ressemble à celle qui est prévue dans le cadre des fusions qui sont réalisées aux valeurs réelles. Alors il va falloir distinguer les immobilisations amortissables et les immobilisations non amortissables. Pour les immobilisations non amortissables, on entre dans un système de sursis d'imposition. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas d'imposition au titre de l'exercice de réévaluation. Et puis, les conséquences seront tirées au moment de la cession ultérieure de l'immobilisation. Quand on va la céder, eh bien, au lieu de calculer la plus-value par rapport à la valeur réévaluée, on la calculera par rapport à la valeur fiscale, c'est-à-dire la valeur non réévaluée. On aura le même mécanisme pour les dépréciations des immobilisations pour lesquelles il y a un sursis d'imposition. Alors la deuxième catégorie d'immobilisation, ce sont les immobilisations amortissables. Et là, c'est la même chose qu'en 210A. En fait, on va avoir un étalement de la plus-value de 5 ans pour les immobilisations autres que les constructions et puis de 15 ans pour les constructions. Donc, en fait, on va lisser la plus-value sur cette période. Et alors, corrélativement, on va calculer les amortissements par rapport à la valeur réévaluée et les plus-values de cession ultérieure de l'actif également par rapport à la valeur réévaluée. Donc cette mesure s'applique, elle est facultative, elle s'applique sur option. Elle n'aura pas d'impact dans les comptes de l'exercice clos en 2020 si la réévaluation est faite en 2020 parce que d'après ce qu'on comprend du texte, la réintégration ne commencera que l'exercice qui suit. Il y aura une obligation déclarative mais qui ne sera pas sanctionnée par une amende particulière. Ça sera l'amende de droit commun de 150 €. Très bien, merci. Viennent ensuite des mesures destinées à améliorer la trésorerie des entreprises. La première relative aux opérations de cession bail d'actifs immobiliers n'est pas vraiment nouvelle. Une telle mesure a déjà été appliquée aux opérations réalisées après la crise de 2008 entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012. Est-ce qu'il s'agit du même mécanisme? Oui, c'est le même mécanisme. Il y a eu quelques précisions qui ont été apportées concernant les modalités de réintégration de la plus-value. En fait, de quoi s'agit-il? Vous êtes propriétaire d'un immeuble et en fait vous avez besoin de trésorerie, donc vous allez vendre l'immeuble à une société de crédit bail et vous allez conclure avec elle un contrat de crédit bail et vous allez récupérer la jouissance de l'immeuble via le contrat de crédit bail. Donc quand vous allez vendre l'immeuble à la société de crédit bail, vous allez faire une plus-value. Et bien, cette plus-value, au lieu de la taxer tout de suite, on va vous permettre d'étaler la taxation sur la durée du contrat de crédit bail. Alors cette mesure a exclu, donc elle va concerner d'abord les immeubles qui sont affectés à une activité, donc industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Les immeubles de placement sont en principe exclus, mais il y a une exception lorsque l'immeuble est loué par le crédit-preneur à une société liée qui l'affecte à une des activités que je viens de mentionner ci-dessus. Il y a une possibilité de réintégrer de manière anticipée enfin non, il n'y a pas une possibilité. On doit réintégrer de manière anticipée les fractions non encore réintégrées en cas de cession ou de résiliation du contrat de crédit bail. Il faut préciser que c'est un dispositif temporaire qui est accordé aux cessions qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023 et qui sont précédées d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. Très bien. Concernant la trésorerie des entreprises, en plus des reports de paiement d'échéances fiscales qui ont été octroyés tout au long de l'année 2020, le gouvernement a accéléré le remboursement des créances fiscales détenues par les entreprises. Les lois de finances ciblent les créances de carry-back, dont les entreprises peuvent obtenir le remboursement anticipé. Quelles sont les créances concernées ? Marie-Christine. Alors en fait, cette mesure, elle est issue de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 et elle permet aux entreprises de demander effectivement de manière exceptionnelle et anticipée le montant des créances de carry-back qui sont nées d'une option exercée au plus tard au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Donc en fait, ça concerne les créances de carry-back qui concernent des options qui ont été exercées au titre des exercices 2015 à 2019. Mais il y a également aussi la possibilité d'obtenir le remboursement de la créance en germe de l'exercice clos au 31 décembre 2020. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, la créance en germe? Les résultats de l'exercice clos en 2020, au 31 décembre 2020, les déclarations fiscales ne sont pas encore déposées. Et en fait, l'entreprise, dès le lendemain de la clôture de l'exercice, va pouvoir opter de manière anticipée pour le crédit d'impôt, pour le report en arrière de son déficit. Et à partir du moment où elle aura exercé cette option, elle va déterminer une créance de manière provisoire, donc une créance en germe, dont elle va pouvoir demander le remboursement.
Alors attention, en fait, l'administration va quand même être un petit peu vigilante. Il y a une marge d'erreur qui ne peut pas être supérieure à 20% pour l'évaluation de cette créance en germe. Alors, en dehors de cette mesure exceptionnelle concernant les remboursements de créances de carry-back, en fait, il y a une mesure qui existe déjà et qui permet à certaines entreprises en difficulté d'obtenir le remboursement anticipé des créances. Eh bien, les entreprises concernées sont élargies aux entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation. D'accord. Au-delà de ces mesures, en effet, très liées aux circonstances, pouvons-nous nous intéresser aux autres mesures ayant un impact sur le bénéfice des entreprises? Les taux d'imposition n'ont pas changé, non. Et la poursuite de la trajectoire de la baisse de l'impôt sur les sociétés a été poursuivie. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Donc, oui, Marie-Christine, je confirme. Oui, en effet, contrairement à d'autres pays de l'UE, et notamment l'Allemagne, qui a opté, elle, pour une baisse temporaire du taux d'impôt sur les sociétés, en France, on n'a pas opté pour cette mesure, et pour autant, la trajectoire de baisse du taux d'impôt sur les sociétés qui est prévue depuis plusieurs années n'a pas été remise en cause. Alors je rappelle que pour les exercices ouverts en 2020, les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés seront imposés à 28% et que le taux de 31% s'applique aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros et au-delà de 500 000 euros de bénéfices. Pour les exercices ouverts en 2021, ces taux sont respectivement de 26,5% et de 27,5%. Et puis à l'horizon 2022, le taux d'impôt sur les sociétés sera de 25% pour toutes les entreprises. Alors il y a une nouveauté cependant en matière de taux d'impôt sur les sociétés. Il concerne le taux de 15% qui s'applique aux PME qui ont un chiffre d'affaires qui n'excède pas 7 630 000 euros. On sait que ces entreprises bénéficient d'un taux normal de l'IS de 15% dans la limite de 38 120 euros de bénéfices. Eh bien, pour les exercices ouverts à compter de 2021, la limite de chiffre d'affaires est relevée à 10 millions d'euros. Alors en fait, il faut une dernière petite précision sur ce point-là, c'est que les entreprises sont redevables de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. Et cette contribution sociale sur les bénéfices des sociétés concerne les entreprises qui font un chiffre d'affaires au moins égal à 7 630 000 euros. Mais cette limite-là n'a pas été relevée. De sorte que, en fait, il y aura un petit décalage là. Les entreprises, les PME qui en 2021 bénéficieront du taux réduit de 15% dans la limite de 38 120 euros de bénéfices, eh bien ces entreprises-là pourront être redevables de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés si elles font un chiffre d'affaires qui se situe entre 7 630 000 euros et 10 millions d'euros. Voilà. D'accord. Alors toujours dans le monde des petites entreprises, la loi de finances comprend la mesure de suppression progressive de la majoration des bénéfices des entreprises non adhérentes des organismes de gestion agréés. Cette mesure était attendue. Quelle est la période transitoire ? Alors en fait, la période transitoire, effectivement, tout le monde attendait la mesure. En fait, l'intérêt, c'était effectivement comment est-ce qu'on allait sortir en sifflet de cette mesure-là. Donc ça s'applique en fait dès l'imposition des revenus de 2020. Avec un coefficient qui va être ramené de 1,25 à 1,20. Puis la majoration sera de 1,15 en 2021 et de 1,1 en 2022. Et puis à compter de l'imposition des revenus de 2023, il n'y aura plus de majoration pour les entreprises donc non adhérentes des centres de gestion agréés. Très bien, merci Marie-Christine. Alors nous allons terminer cette présentation avec les crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises. Alors, j'ai bien lu dans votre publication que diverses mesures concernent le domaine de la culture, notamment à compter du 1er janvier 2021, les spectacles de théâtre bénéficieront d'un crédit d'impôt spécifique égal à 15% des dépenses éligibles, 30% pour les PME, retenues dans la limite de 500 000 euros par spectacle. Par ailleurs, diverses mesures affectent également les crédits d'impôt musique, spectacle vivant musical et cinéma. On a de nouveaux crédits d'impôt qui font leur apparition dans le secteur agricole. Un nouveau crédit d'impôt est créé pour la rénovation énergétique. Une réduction d'impôt ancienne en faveur des entreprises de presse est réactivée. Mais alors, la mesure qui a le plus surpris les entreprises concerne le crédit d'impôt recherche. Alors qu'il avait été acté que ce crédit d'impôt ne serait pas remis en cause, la loi de finances le restreint en supprimant les règles favorables qui s'appliquent lorsque les entreprises ont recours à la sous-traitance d'organismes publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Marie-Christine ? Oui, en effet, la mesure a surpris, on ne s'y attendait pas.
Actuellement, donc, l'article 244 quater B du Code général des impôts prévoit que les dépenses qui sont exposées pour la réalisation d'opérations de recherche qui sont confiées à des organismes publics sont retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt pour le double de leur montant. Cet avantage est accordé aux entreprises sous réserve qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire et à condition que les opérations soient réalisées directement par cet organisme prestataire. Et ce mécanisme de prise en compte des dépenses pour le double de leur montant est supprimé pour les dépenses exposées à partir du 1er janvier 2022. Donc ça ne veut pas dire qu'on va supprimer le crédit d'impôt de recherche pour les dépenses confiées à des organismes de recherche publics, mais simplement il n'y aura plus de différence entre les organismes de recherche publics et privés et les dépenses seront prises en compte dans les mêmes conditions. Le plafond des dépenses de sous-traitance est limité actuellement à 10 millions d'euros et puis ce plafond était majoré de 2 millions d'euros pour les dépenses qui étaient sous-traitées à des organismes publics. Et bien évidemment, corrélativement, la mesure de majoration du plafond du crédit d'impôt pour ces dépenses est également supprimée. Voilà, pour en terminer avec le crédit d'impôt recherche, on peut signaler deux autres mesures. Il y a une annulation de la mesure qui prévoyait une augmentation du taux du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche exposées en Corse, mais donc cette mesure elle est supprimée, mais on a maintenu la majoration de ce taux pour le crédit d'impôt innovation. Et puis la dernière mesure, ça concerne l'examen des demandes de rescrit qui seront désormais de la seule compétence du ministre chargé de la recherche. Merci pour ces précisions. Et alors pour les autres mesures de la loi que nous n'avons pas pu commenter dans cette présentation, nous vous invitons bien évidemment à vous reporter aux deux feuillets hebdomadaires consacrés à la loi de finances pour 2021. Alors, pour les autres mesures de la loi que nous n'avons pas pu commenter dans cette présentation, nous vous invitons bien évidemment à vous reporter aux deux feuillets hebdomadaires consacrés à la loi de finances pour 2021. Juste avant de se quitter, Marie-Christine, est-ce qu'on peut rapidement indiquer les mesures commentées ? Oui, bien sûr. Alors, comme toutes les lois de finances, celle-là a son lot de mesures de prorogation de divers régimes favorables. Alors, parmi ces régimes, il y a un certain nombre de régimes zonés, donc des exonérations d'impôts sur les bénéfices qui sont accordées aux entreprises qui sont implantées dans certaines zones, des dispositifs de suramortissement et puis des dispositifs de provision réglementée, notamment la provision entreprise de presse. On a également reconduit le bénéfice du taux de 19% pour les plus-values de cession d'immeubles, de bureaux à transformer en logements. Il y a également un aménagement du régime d'intégration fiscale sur un point quand même très particulier qui concerne le mécanisme d'imputation des déficits antérieurs à l'intégration sur une base élargie. Il y a également un assouplissement du mécanisme de neutralisation du profit qui apparaît en cas d'augmentation de capital par rapport d'une créance décotée. Et puis on va signaler pour terminer un petit allègement de déclaration pour les entreprises qui agissent sur des marchés financiers et qui doivent déclarer les positions symétriques. Très bien. Voilà. Un grand merci Marie-Christine pour l'ensemble de vos précisions. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Vous savez que vous êtes ici chez vous. C'est la fin de cette première partie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série d'émissions consacrée à la fiscalité des entreprises et aussi à celle des particuliers sur la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire, playlist Loi de finances 2021.